Suprématial. Église métropolitaine d'art de Jésus conducteur. Abbatiale, le 2 du mois de mai de 1895. Éric Satie, parcier et maître de chapelle à Monsieur Gauthier-Villars, contre l'enflure de son esprit et en protection des choses magnifiques. Monsieur, le caractère sacré de l'art rend plus délicate la fonction de critique. Vous avilissez cette fonction par l'inexcusable irrespect et l'incompétence que vous apportez dans son exercice. Sachez par Dieu que toutes les consciences vous réprouvent de vouloir atteindre pour le ternir ce qui est au-dessus de vous. Le démoniaque dragon de la présomption vous aveugle. Vous avez fait un blasphème de votre jugement sur Wagner, qui est pour vous l'inconnu et l'infini. Pour moi, je puis le maudire tranquillement. Mes mélodies dynastiques, mon expression athlétique et l'ascétisme de ma vie m'en donnent le pouvoir. Après ces paroles, je vous ordonne l'éloignement de ma personne, la tristesse, le silence et une douloureuse méditation. Éric Satie. Abbatiale, le 14 du mois de mai de 1895. Éric Satie, parcier et maître de chapelle à Monsieur Gauthier-Villars, en expression du mépris attaché à sa personne. Jaloux des réputations trop hautes pour votre bassesse, les grandes carrières et les triomphes prolongés remuent le fiel dont vous essayez de salir tout ce que vous approchez. J'ai parlé de Wagner et de votre ignorance obscure. Vous répondez par d'extravagants accouplements de mots, parce qu'un écrivain moins louable que loué, Victor Hugo, appelait des excréments de l'esprit. Votre haleine exhale le mensonge, votre bouche répand l'audace et l'impudeur. Votre turpitude s'est retournée contre vous. Elle a étalé aux yeux des plus frustes natures votre incomparable grossièreté. Que peuvent dire les esprits saints devant tant d'orgueil, mis au service de tant de petitesse? Je ne puis qu'ignorer les infamies d'un bouffon, mais je dois lever la main pour renverser les oppresseurs de l'Église et de l'art, ceux qui, comme vous, n'ont point connu le respect d'eux-mêmes. Pour ceux-là qui espèrent triompher de moi par l'injure et la terreur, qu'ils sachent que je suis résolu et que je ne redoute rien. Est-ce donc parce que ce Gauthier-Villars, répugnante ouvreuse du cirque d'été, faux histrion sous le nom de Willy, seule abjection en 3 ignominies, est un sordide mercenaire de la plume, un constant déshonneur parmi les plus vils, que je n'oserais pas contre lui ce que j'oserais contre le pire malfaiteur? Qu'il se détrompe. Éric Satie. Confrérial. Les chrétiens qui ont à énoncer des revendications d'ordre esthétique touchant M. Lunier-Pau, le théâtre de l'œuvre qu'il dirige et la presse détestable qui l'inspire et le glorifie, doivent les faire connaître au siège de notre abbatiale, 6 rue Cortot. Nos frères trouveront en nous un rempart contre les œuvres sataniques, manifester dans le Mercure de France la revue blanche et la plume, en même temps que la force nécessaire pour assurer le respect dû à Dieu, à l'Église et à l'art. Suprématial. Église métropolitaine d'art de Jésus conducteur. Abbatiale, le 18 du mois de juin de 1895, Éric Satie, parcier et maître de chapelle à son éminence Monseigneur Ferrata, archevêque de Thessalonique, nonce apostolique. Monseigneur,
les dangers redoutables qui menacent la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, portent en eux l'indication des devoirs présents et des obligations futures. Nous ne saurions les écarter sans faillir à Dieu. Le passé de nos pères est renié, l'art de la réflexion est perdu, les jeunes gens ne savent point se rendre vénérables. Ils sont incapables d'éblouir les sages et les bons, ils se font instruire par les ignorants et les fous. Les livres de Salomon sont journellement outragés, et de même les psaumes de David. On oublie que l'Église, dans des siècles de piété et d'admirable terreur, fut le guide des esthètes splendides auxquels l'humanité est redevable de nos antiques abbayes et de nos riches basiliques. À la vue des iniquités de ces temps, les yeux du Seigneur se sont enflammés. Votre Éminence connaît, Monseigneur, la source de tant d'opprobre. Elle réside dans le sein des maçons, qu'ils soient réprouvés, qui ont répandu sur le genre humain le venin mortel, reste de la morsure du serpent biblique. Elle provient aussi de ce méprisable gouvernement de la République, contre lequel votre Éminence a donné la preuve indiscutable d'une sainte haine. J'ignore les détours, Monseigneur, et l'éloquence factice des écrivains renommés, mais pour de tels maux, le remède n'est pas autre part que dans le renversement de la République impie et dans le démembrement de l'Italie renégate pour le rétablissement du royaume pontifical. La Sainte Inquisition nous a légué superbes moyens d'anéantir les blasphémateurs et de gagner leurs âmes au divin paradis par la fructueuse opération d'une souffrance corporelle. Votre Éminence doit obtenir du Saint-Père la faveur de son appui, autrement elle manquerait à Dieu, à l'Église et aux chrétiens. Dans cette œuvre de purification, votre Éminence tiendra pour son devoir de combattre avec nous. Pour s'y préparer, qu'elle se livre aux pratiques d'un ascétisme rigoureux, apportant du détachement dans les mets de sa table et de la modestie dans son breuvage. Quelques herbes cuites dans l'eau seront son repas. Elle atteindra ainsi la robustesse des apôtres et fera que Dieu épargne son Église, et que les beaux temples, ornements du monde, qui doivent être éternels, si les enfants de Rome persévèrent dans la piété, ne soient pas consumés par le feu des impurs. Prosterné devant le Sauveur, les reins ceints du cilice et la tête découverte, je vous donne le baiser d'alliance. Éric Satie. Les musiciens de Montmartre. On me reprochera d'être bref, cela m'est égal. Il y a 200 ou 300 ans, bien peu des musiciens actuels de la butte existaient. Leur nom était ignoré du gros public et même du mince. Tout cela a bien changé, surtout semble-t-il, depuis ces 10 dernières années. J'aurais voulu, au moyen d'usages talismaniques, hors de la portée des brucolaques, accomplir au moins une fois ce qui fut toujours mon plus grand désir, l'exécution d'un passage commémoratif pavoisant les musiciens les plus respectés de Montmartre. Mais alors, saisi d'un trouble que j'attribue froidement à une exquise timidité obtenue par un recueillement salutaire, je vis qu'il fallait que je me démisse, à regret cela va de soi, d'une tâche que je considère comme succulente, car, malgré mon intelligence, il m'est impossible d'exprimer en le si étroit espace dont je dispose ici l'entière majesté de ma pensée et de mon sujet. Et résolus-je d'aviser le passant à Montmartre qu'il lui sera facile d'assister, en payant bien entendu, à quelques soirées dans plusieurs des splendides cabarets réunis sur cette sorte de promontoire merveilleux pour avoir une idée presque photographique de ce que je devrais écrire présentement. Là, il entendra de ses propres oreilles ou de celles des autres des vibrations d'une telle saveur qu'il s'exclamera lui-même « Ah, si la musique ne plaît pas aux sourds, même s'ils sont muets, ce n'est pas une raison pour la méconnaître. » Je me retire avec simplicité. Éric Satie. Note sur la musique moderne. Pour combattre une idée avancée en politique ou en art, tous les moyens sont bons, surtout les moyens bas. Les artistes neufs qui changent quelque chose connaissent les attaques que de tout temps leurs ennemis dirigèrent et dirigent contre la nouveauté des tendances, des visions qu'ils ne comprennent pas. Il en est en art comme en politique.
Jaurès a été attaqué comme l'ont été Manet, Berlioz, Wagner, Picasso, Verlaine et tant d'autres. Cela recommence toujours, et ce sont toujours les mêmes qui combattent le progrès sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations. Les soutiens des habitudes prises, les « je reste sur place » de bonnes gens. J'ai le désir de défendre, dans ce journal, ceux de mes camarades musiciens appartenant aux groupements musicaux avancés. Il m'a semblé bon et utile de le faire ici dans un milieu qui a mon affection et dont je fais naturellement partie. N'est-il pas naturel qu'un artiste avancé soit avancé en politique? Oui, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, cela est très rare, rarissime, dirais-je, si j'osais, et plus rare que vous ne pouvez le supposer. Ainsi, M. Saint-Saëns, ce grand patriote, a eu son heure avancée. Il est vrai que cette heure avancée ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Nous savons ce qu'a fait M. Saint-Saëns pour les musiciens de toute catégorie. Ah, ce n'est pas un bon type, ce brave M. Saint-Saëns. Combien il sait pratiquer la gentille maxime. Tout pour moi, rien pour les autres. Quel charmant homme. En voilà un qui n'aime pas les socialistes. Du reste, cela vaut mieux. Ne trouvez-vous pas? Debussy était loin d'avoir politiquement, socialement, les mêmes aspérités de goût que musicalement. Ce révolutionnaire en art était très bourgeois dans l'usage de la vie. Il n'aimait pas les journées de 8 heures ni autres modifications sociales. Je puis vous l'affirmer. L'augmentation des salaires, sauf pour lui bien entendu, ne lui était pas très agréable. Il avait son point de vue. Étrange anomalie. Je dois vous dire, et c'est une joie pour moi de le faire, que les jeunes musiciens partagent mieux nos opinions. Ils y viennent. Ce que nous voulons ne les effraie pas. Ça, c'est un progrès, ne vous semble-t-il pas? Ils aperçoivent qu'il doit y avoir concordance entre leurs aspirations artistiques et leurs vues sociales. Mais quels sont les musiciens jeunes dignes d'attirer votre attention? Dans de prochaines notes, je vous parlerai de ces jeunes. Je vous signalerai leurs travaux, je vous dirai où vous pouvez entendre leurs ouvrages. Et je serai heureux si mes efforts peuvent aider au développement de la culture musicale dans notre grande famille socialiste, famille exquise que j'aime de tout cœur. Toute ma jeunesse, on me disait, vous verrez quand vous aurez 50 ans. J'ai 50 ans, je n'ai rien vu. Ravel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. Pas de caserne. Je n'attaque jamais Debussy, les debussistes seuls m'incommodent. Il n'y a pas d'école satie, le satisme ne saurait exister, on m'y trouverait hostile. En art, il ne faut pas d'esclavage. Je me suis toujours efforcé de dérouter les suiveurs, par la forme et par le fond, à chaque nouvelle œuvre. C'est le seul moyen pour un artiste d'éviter de devenir chef d'école, c'est-à-dire pion. Remercions Cocteau de nous aider à sortir des habitudes d'ennui provincial et professoral des dernières musiques impressionnistes. Erik Satie. Ne confondons pas. Parmi les musiciens, il y a les pions et les poètes. Les premiers en imposent au public et à la critique. Je citerai comme exemple de poètes Liszt, Chopin, Schubert, Moussorgsky. De pions, Rimsky-Korsakov.
Debussy était le type du musicien-poète. On trouve dans sa suite plusieurs types de musiciens-pions. d'Indy, qui pourtant professe, n'en est pas un. Le métier de Mozart est léger, celui de Beethoven lourd, ce que peu de gens peuvent comprendre. Mais ils sont deux poètes, tout est là. Post-scriptum, Wagner est un poète dramatique. Erik Satie. Ne jetez plus vos vieux bijoux. Exception faite pour Claude Debussy, l'orchestre poussiéreux des impressionnistes n'est pas de l'orchestre, c'est du piano orchestré. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Ce n'est pas beau de parler du nœud de la question. Erik Satie. Éloge des critiques. Ce n'est pas le hasard qui m'a fait choisir ce sujet, c'est la reconnaissance, car je suis aussi reconnaissant que reconnaissable. J'ai fait l'an dernier plusieurs conférences sur l'intelligence et la musicalité chez les animaux. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'intelligence et la musicalité chez les critiques. C'est à peu près le même thème, avec modification, bien entendu. Des amis m'ont dit que ce sujet était ingrat. Pourquoi ingrat ? Il n'y a là aucune ingratitude. Du moins, je ne vois pas où elle se tient. Je ferai donc froidement l'éloge des critiques. On ne connaît pas assez les critiques. On ignore ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire. En un mot, ils sont aussi méconnus que les animaux. Bien que, comme ceux-ci, ils aient leur utilité. Oui, ils ne sont pas seulement les créateurs de l'art critique, ce maître de tous les arts, ils sont les premiers penseurs du monde, les libres penseurs mondains, si l'on peut dire. Du reste, c'est un critique qui posa pour le penseur de Rodin. J'ai appris ce fait par un critique il y a 15 jours, 3 semaines au plus. Cela m'a fait plaisir, beaucoup de plaisir. Rodin avait un faible pour les critiques, un grand faible. Leurs conseils lui étaient chers, très chers, trop chers, hors de prix. Il y a 3 sortes de critiques. Ceux qui ont de l'importance, ceux qui en ont moins, ceux qui n'en ont pas du tout. Les 2 dernières sortes n'existent pas. Tous les critiques ont de l'importance. Physiquement, le critique est d'aspect grave. C'est un type dans le genre du contrebasson. Il est lui-même un centre de gravité. S'il rit, il ne rit que d'un œil, soit du bon, soit du mauvais. Toujours très aimable avec les dames, il tient les messieurs à distance, tranquillement. En un mot, il est assez intimidant, bien que très agréable à voir. C'est un homme sérieux, sérieux comme un Bouddha, un boudin noir, évidemment. La médiocrité et l'incapacité ne se rencontrent pas chez les critiques. Un critique médiocre ou incapable serait la risée de ses confrères, il lui serait impossible d'exercer sa profession, son sacerdoce, veux-je dire, car il lui faudrait quitter son pays, même natal, et toutes les portes lui seraient fermées. Sa vie ne serait plus qu'un long supplice, terrible de monotonie. L'artiste n'est qu'un rêveur, en somme. Le critique, lui, a la conscience du réel, et la sienne en plus. Un artiste peut être imité, le critique est inimitable et impayable. Comment pourrait-on imiter un critique? Je me le demande. Du reste, l'intérêt serait mince, très mince. Nous avons l'original, il nous suffit. Celui qui a dit que la critique était aisée n'a pas dit quelque chose de bien remarquable. C'est même honteux d'avoir dit cela. On devrait le poursuivre, pendant au moins 1 kilomètre ou 2. L'homme qui écrivit une telle chose, peut-être le regrettera-t-il ce propos, c'est possible, c'est à souhaiter, c'est certain. Le cerveau du critique est un magasin, un grand magasin. On y trouve de tout. Orthopédie, sciences, literie, art, couverture de voyage, grand choix de mobilier, papiers à lettres françaises et étrangers, articles pour fumeurs, ganterie, parapluies, lainage, chapeaux, sport, cannes, optique, parfumerie, etc. Le critique sait tout, voit tout, dit tout, entend tout, touche à tout, remue tout, mange tout, confond tout et n'en pense pas moins.
Quel homme! Qu'on se le dise! Tous nos articles sont garantis. Pendant les chaleurs, la marchandise est dans l'intérieur du critique. Voyez, rendez-vous compte, mais ne touchez pas! C'est unique, incroyable. Le critique est aussi une vigie, une bouée, peut-on ajouter. Il signale les récifs qui bordent les côtes de l'esprit humain. Près de ces côtes, de ces fausses côtes, le critique veille, superbe de clairvoyance de loin, il a un peu l'air d'une borne, mais d'une borne sympathique, intelligente. Comment parvient-il à cette haute situation, à cette situation de bouée, de borne? Par son mérite agricole et personnel. Je dis agricole parce qu'il cultive l'amour du juste et du beau. Nous arrivons à un point délicat. Les critiques sont recrutés au choix comme les produits dits de choix extra-supérieurs, de première qualité. C'est le directeur d'un journal, d'une revue ou de tout autre périodique qui découvre le critique nécessaire à la bonne composition de sa rédaction. Aucune recommandation ne peut agir. Il le découvre à la suite d'un sévère examen, d'un examen de conscience. Cet examen est très long et très pénible aussi bien pour le critique que pour le directeur. L'un interroge, l'autre se méfie. C'est une lutte angoissante, pleine d'inattendus. Toutes les ruses sont employées de part et d'autre. Enfin, le directeur est vaincu. C'est ce qui arrive ordinairement si le critique est de bonne race et si son entraînement a été soigneusement conçu. Le directeur est absorbé, résorbé par le critique. Il est rare que le directeur en réchappe. Le vrai sens critique ne consiste pas à se critiquer soi-même, mais à critiquer les autres. Et la poutre qu'on a dans l'œil n'empêche nullement de voir la paille qui est dans celui de son voisin. Dans ce cas, la poutre devient une longue vue, très longue, qui grossit la paille d'une façon démesurée. On ne saurait trop admirer le courage du premier critique qui se présenta dans le monde. Les gens grossiers de la vieille nuit des temps durent le recevoir à grands coups de souliers dans le ventre, ne se rendant point compte qu'il était un précurseur digne de vénération. À sa manière, ce fut un héros. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième critiques ne furent certainement pas mieux reçus, mais aidèrent à créer un précédent. L'art critique se donnait le jour à lui-même. Ce fut son premier jour de l'an. Longtemps après, ces bienfaiteurs de l'humanité surent mieux s'organiser. Ils fondèrent des syndicats de la critique dans toutes les grandes capitales. Les critiques devinrent ainsi des personnages considérables, ce qui prouve que la vertu est toujours récompensée. Du coup, les artistes étaient bridés, soumis comme des chats-tigres. Il est juste que les artistes soient guidés par les critiques. Je n'ai jamais compris la susceptibilité des artistes devant les avertissements des critiques. Je crois qu'il y a là de l'orgueil, un orgueil mal placé et qui déplaît. Les artistes gagneraient à mieux vénérer les critiques, à les écouter respectueusement, à les aimer même, à les inviter souvent à la table de famille, entre l'oncle et le grand-père. Qu'ils suivent mon exemple, mon bon exemple. Je suis ébloui par la présence d'un critique. Son éclat est tel que je cligne des yeux pendant plus d'une heure. Je baise la trace de ses pantoufles, je bois ses paroles dans un grand verre à pied par politesse. J'ai beaucoup étudié les mœurs des animaux, hélas, ils n'ont pas de critique, cet art leur est étranger, du moins je ne connais aucun ouvrage de ce genre dans les archives de mes animaux. Peut-être mes amis critiques en connaissent-ils un ou plusieurs. Qu'ils soient assez gentils pour le dire, le plus tôt possible serait le mieux. Oui, les animaux n'ont pas de critique. Le loup ne critique pas le mouton, il le mange. Non pas qu'il méprise l'art du mouton, mais parce qu'il admire la chair et même les os du laineux animal. Si bon en ragoût. Il nous faut une discipline de fer ou de tout autre métal. Seuls les critiques peuvent l'imposer, la faire observer de loin. Ils ne demandent qu'à nous inculquer les excellents principes de l'obéissance. Celui qui désobéit est bien à plaindre, ne pas obéir est bien triste. Mais il ne faut pas obéir à ces mauvaises passions, même si elles nous en donnent l'ordre elles-mêmes. À quoi reconnaît-on que des passions sont mauvaises, mauvaises comme la gale? Hein? Oui, à quoi?
Au plaisir qu'on prend à s'y abandonner, à s'y livrer, et qu'elle déplaise aux critiques. Eux n'ont pas de mauvaise passion. Comment en auraient-ils, les braves gens? Ils n'ont pas de passion du tout, aucune. Toujours calmes, ils ne songent qu'à leur devoir, corriger les défauts du pauvre monde et s'en faire un revenu convenable pour s'acheter du tabac, tout simplement. C'est là leur tâche. Cette tâche incombe à ces hommes de bon conseil parce qu'ils en ont 1000 pour un des conseils régionaux. Remercions-les de tous les sacrifices qu'ils font journellement pour notre bien, pour notre seul bien. Demandons à la Providence de les protéger contre les maladies de toutes sortes, de les éloigner des ennuis de tout genre, de leur accorder un grand nombre d'enfants de toute espèce qui continuent la leur. Ces souhaits ne peuvent leur faire ni bien ni mal, en tout cas cela leur fera une belle jambe pour écrire. Éric Satie. Pensée pour fanfare. Il est d'usage de croire qu'il y a vérité en art. Je ne cesserai de le répéter, même à haute voix. Il n'y a pas de vérité en art. Soutenir le contraire n'est qu'un mensonge. Et ce n'est pas beau de mentir. C'est pour cela que je n'aime pas les pontifes. Ils sont par trop menteurs. De plus, je les crois un peu bêtes, si j'ose dire. J'entends par pontife tous les beaux messieurs qui pontifient. On les reconnaît à leur air sérieux. Éric Satie. À table. Personnellement, j'ai toujours eu pour l'art culinaire une vive admiration. Admiration nullement mitigée. Les plaisirs de la table sont loin de me déplaire, au contraire, et j'ai pour la table une sorte de respect, plus même. Qu'elle soit ronde ou carrée, elle m'apparaît cultuelle et m'impressionne comme un grand hôtel, même terminus ou continental, si j'ose dire, oui. Pour moi, manger est un devoir agréable, de vacances, bien entendu, et je tiens à accomplir ce devoir avec une exactitude et une attention soutenue. Doué d'un bon appétit, je mange pour moi, mais sans égoïsme, sans bestialité, autrement dit, je me tiens mieux à table qu'à cheval, bien que je sois assez bon cavalier. Mais ceci est une autre histoire, comme le remarque si justement M. Kipling. Dans les repas, mon rôle a son importance. Je suis convive. Comme au théâtre, d'autres sont spectateurs. Oui, le spectateur a un rôle défini. Il écoute et voit. Le convive, lui, mange et boit. En somme, c'est la même chose, malgré toute la dissemblance qui existe entre ces deux rôles, oui. Les plats où se dépense une virtuosité calculée, une science avisée, ne sont pas ceux qui retiennent le plus mon attention dégustatrice. En art, j'aime la simplicité. De même en cuisine. J'applaudis plus à un gigot bien à point qu'au subtil ouvrage d'une viande dissimulée sous les fards savants d'un maître de la sauce, si vous voulez bien me permettre cette image. Mais ceci est une autre histoire. Parmi mes souvenirs de convives, je ne puis oublier les gentils déjeuners que je fis pendant plusieurs années chez mon vieil ami Debussy, alors qu'il habitait rue Cardinet. J'ai toujours à l'esprit le souvenir de ces charmants repas. Les œufs et la côtelette de mouton faisaient les frais de ces réunions amicales. Mais quels œufs et quelles côtelettes! Je m'en lèche encore les joues intérieurement, vous le devinez. Debussy, qui les préparait, ces œufs, ces côtelettes, avait le secret le plus absolu de ces préparations. Le tout s'arrosait gracieusement d'un délicieux Bordeaux blanc, dont les effets étaient touchants et disposaient convenablement aux joies de l'amitié et à celles de vivre loin des doubles veaux, des momifiés et autres vieilles noix, ces fléaux de l'humanité et du pauvre monde. Mais ceci est encore une autre histoire. Éric Satie. Office de la domesticité. Certificat. Tous les animaux ne sont pas des domestiques du même nom, que dit le lion. Coup de tablier. Le congrès de Paris n'est pas une réunion de domestiques, que dit le dit. L'arbinerie.
Monsieur Aux-Enfants n'est pas responsable des actes de ses domestiques. Congrès de Paris. Gilet rayé. Monsieur André Breton n'est pas le domestique de Monsieur Aux-Enfants, et qu'il dit. Tel maître, tel valet. Un bon domestique doit être plat, tout au moins aplati. Congrès de Paris. Vieux serviteur. Monsieur Os-Vieillard est un bon maître pour ses domestiques ainsi que pour la peinture, que dit Monsieur Jeanneret. On demande jeune domestique pour crever un autre tableau du même peintre que la dernière fois, l'Esprit nouveau. Le directeur de l'office, Éric Satie. Bouquinerie. Vendre, acheter des livres, quel régal ce doit être! Et combien j'ai de plaisir à visiter mes amis libraires, Adrienne Monnier et Sylvia Beach. La première de ces chères amies fonde sa maison en pleine guerre, grande guerre. La seconde s'est installée il y a 2 ans sous la protection du magnifique Shakespeare. Elles sont à mes yeux un exemple de courage. Souvent je viens leur dire en passant, et j'y reste des heures, un petit bonjour de 5 minutes. Cela me rappelle la charmante librairie de mon bon ami Bailly, rue de la Chaussée-d'Antin, librairie de l'art indépendant. Lointain souvenir, mais combien doux à remémorer. Oui, charmante librairie que cette librairie de l'art indépendant. Fréquentée par la jeune littérature d'alors, quelques musiciens y venaient bavarder amicalement, Debussy, Chausson, entre autres. Nous étions sûrs d'y trouver l'accueil le plus délicat qui soit, et jamais je n'oublierai cette intime résidence du livre, non plus que ne s'effacera chez moi l'image de ce brave homme qu'était ce bon Bailly. Aussi, lorsque mon ami Pierre Trémois m'annonça qu'il créait une librairie, sautai-je de joie, trépignant presque. Pour moi, ce fut une bonne nouvelle, très bonne, et j'y vis d'avance 1000 délices où la flânerie entrevue entrait assez fortement en jeu. Une librairie n'est-elle pas un peu un temple de la flânerie? Et je crois qu'un ensemble de livres dispose à pratiquer cette section de l'inconscience, facilite l'éclosion de celle-ci tout au moins. Étrange séduction, ne flâne-t-on pas devant les étalages des bouquinistes par les plus mauvais temps, debout, pieds dans l'eau, vent dans l'œil? Qu'importe. Des livres sont devant nous. Ils nous invitent à nous reposer en les caressant du doigt et du regard, à nous oublier en eux, béatement, à mépriser les bas liens qui nous retiennent à la si vieille misère humaine. Mon ami Pierre Trémois aime les livres. Il connaît leurs mérites et apprécie justement leurs qualités personnelles. Absolument impartial, son affection s'étend aussi bien aux vieux livres qu'aux tout jeunes derniers parus, et il sera un guide précis pour l'amateur qui le voudra consulter. Sa maison sera fraîche et ombragée, chaude et intime suivant la saison. Elle évoquera le passé et fera deviner l'avenir. Mon cher Trémois, je serai souvent chez vous, dis-je. Éric Satie. De la lecture. Il y a plusieurs manières de lire, pour soi seul, pour les autres, ou au moins pour un autre. La lecture pour soi seul est intérieure, tout ce qu'il y a de plus intérieur, alors que la lecture pour les autres, ou pour un autre, se pratiquant à haute voix généralement, est extérieure, tout ce qu'il y a de plus extérieur. Lire pour soi seul est un jeu, aucun art ne s'y déploie. Par contre, combien difficile est la lecture à haute voix. S'il vous plaît, étudions cette dernière et intéressante catégorie. Peu de personnes savent lire à haute voix. C'est un art du reste.
Entre parenthèses, je me suis toujours demandé comment lit le lecteur de la Comédie Française. Ce qu'il doit bien lire, le cher homme. Prestigieusement, bien entendu, mais lit-il à haute voix? Tout est là. À ses débuts, le lecteur à haute voix fera bien de n'avoir qu'un seul auditeur, même un peu sourd, légèrement dur d'oreille tout au moins. Il y gagnera de l'audace, un certain culot, et son assurance s'agrandira auprès de cet auditeur neutre et inférieur. Dans ce cas, le bon lecteur vise à n'intimider jamais son unique auditeur. Il l'encourage, lui parle poliment, sans amertume, lui vantant l'ouvrage qu'il va lui lire. Froidement, il prépare son adversaire par une sorte de coup du père François, un très bon père. Je conseillerais de ne pas lire à haute voix un texte écrit dans une langue qu'ignore l'auditeur. Ce n'est pas de bon goût et l'effet est nul. Après quelques exercices faits devant un seul auditeur, le lecteur à haute voix peut chercher un auditoire plus nombreux. Doué, il arrivera rapidement à se faire entendre devant plusieurs milliers d'auditeurs. Ce n'est qu'une question de volume de voix, naturellement. Éric Satie. Édition. Les écrivains musiciens n'ont pas, ainsi que les écrivains lettrés, les mêmes avantages en ce qui concerne la publication de leurs œuvres. L'édition littéraire apparaît plus brillante, plus logique, plus vraie que sa voisine, l'édition musicale, oui. L'ouvrage de lettres se présente mieux. Il y a de suite une série d'attraits qui lui font une physionomie. Sa valeur, le plus souvent, a une tendance à se diriger vers l'augmentation, vers une plus-value, vers le rare. En un mot, le livre est un objet réel, une sorte de bijou, une manière d'œuvre d'art. Il est complet. L'ouvrage musical, lui, n'a rien de ces précieux dehors. Il s'apparente avec le livre scolaire, dont il semble être une façon de frère de lait, L-A-I-D. Je citerai Albéric Magnard, qui publia un grand nombre d'ouvrages importants en les revêtissant d'un aspect atlas. Remarquez, je vous prie, que je ne l'en critique nullement. Son exemple, très voulu chez lui, prouve le peu de cas qu'il attachait à l'extériorisation notée de sa pensée et souligne la différence qui existe entre une publication littéraire et une publication musicale. Cette différence est aussi autre. Elle réside en quoi? Surtout à ce que ce ne sont pas les mêmes mains qui collaborent à la facture d'un livre et à celle d'un morceau de musique. À ce que, imprimés tous deux, ils ne le sont pas par des gens du même métier. L'ouvrage littéraire est typographié, celui musical est gravé. Et le livre a de plus un passé historique splendide que n'a pas l'ouvrage musical. Leur patine n'est pas la même, car la variabilité de l'écriture musicale nuit à la patine des ouvrages de musique. Le temps en détruit la signification des signes, clés, altérations, etc. Et la plupart des partitions anciennes ne sont harmonisées que par une simple basse continue et chiffrée, naïf procédé, qui laisse une trop grande part à la fantaisie de réalisation du lecteur. Les lyres constituent une véritable traduction, laquelle peut, pour le moins, trahir la volonté créatrice du compositeur. Oui. Par cela, les éditions originales des œuvres de tous les maîtres musiciens classiques ont, pour ainsi dire, perdu de leur intérêt pratique. Elles ne sont pas recherchées. En musique, plus une édition est récente, plus elle a de chances d'être au point. Elle peut seule utilement servir à l'interprétation et la conseiller. Je crains que la musique ne puisse avoir jamais les mêmes qualités d'édition que la littérature. Typographiée, elle aurait peut-être une toute autre représentation. Il est certain que la gravure l'alourdit physiquement. L'avenir en décidera, oui, pauvres musiciens. Tout n'est pas rose pour eux sur cette terre, véritable vallée de larmes, malgré sa rotondité rotatoire. Éric Satie. Un très vieil homme de lettres. Je ne puis passer auprès de l'exquise tour Saint-Jacques sans penser à un vieux lettré,
lequel exerçait au XVe siècle la profession d'écrivain calligraphe, profession qui lui fut lucrative, semble-t-il. Je veux parler de Nicolas Flamel, notable de Paris, confrère et bienfaiteur de sa paroisse, l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, démolie pendant la Révolution. Cette église, située rue des Arcis, fut commencée au XIIe siècle, d'après ce que j'ai pu observer, sans en avoir l'air. Oui. De nos jours, dans le voisinage de la dite et ancienne demeure de Dieu, demeure dont je viens de parler, 2 rues évoquent les mémoires de Pernelle, sa femme, et de la sienne propre à lui, Flamel. Rue créée sur l'emplacement des maisons de la rue des 5 Diamants et de celle de la vieille rue de Marivaux, V-E-A-U, d'après le plan Turgot. Comme vous le supposez, je n'ai pas connu personnellement Nicolas Flamel, pour plusieurs raisons, mais son souvenir m'est toujours resté sympathique. Sa réputation de sorcier ne me déplaît pour ainsi dire pas, car elle chatouille ma curiosité et l'excite convenablement, bien entendu, oui. J'ignore quels sont les ouvrages copiés par lui, je sais qu'il était vénérable, et que ses libéralités furent nombreuses, très importantes. Et ce sont ces libéralités qui laissent supposer qu'il possédait une grosse fortune, bien que la légende lui prête le pouvoir de faire de l'or, en barre ou autrement, suivant son idée à cet homme. À ce que dit Dulord, dans son Histoire de Paris, Nicolas Flamel aimait à composer des textes d'inscription qu'il éditait lui-même sur les murs. Il en plaçait de tous côtés, et ce qui reste de sa maison, année 1407, rue de Montmorency, touchant la rue Saint-Martin, en est tout rempli. Oui, vous pouvez le constater par vous-même. Comme poète, Flamel est peu célèbre. Toutefois, le même Dulord, dans son Histoire de Paris, cite les 2 vers suivants. « De terre suis venu, et en terre retourne. Là me rends à toi, JHS, qui les péchiers pardonne. » Ce dernier vers est remarquable par son extrême longueur. En tout cas, c'est un des plus longs qui existent. Sans doute un vers de sorcier ou de calligraphe. Je suis heureux de le connaître. Dulord ajoute qu'au-dessous était gravé un cadavre, ce qui n'est pas gai, n'est-ce pas? Éric Satie. Pénibles exemples. Le cabaret, dont la mauvaise réputation n'est plus à faire, a joué, et joue encore, un rôle assez important dans la vie littéraire et artistique. Hélas, nous voyons, à l'heure actuelle, nombre d'intellectuels qui ne craignent pas de se montrer au café, tout au moins, et de s'y installer bien en vue, à la terrasse même, oubliant ainsi toute la circonspection qu'un homme convenable se doit à lui-même, et qu'il doit un peu aux autres. N'est-ce pas une offense, faite à la morale, que ces tristes exhibitions apéritives, que ces bacchanales publiques, que ces horreurs intempérantes? Évidemment, il m'arrive d'aller à la brasserie. Toutefois, je me cache, non par une blâmable hypocrisie, mais conseillé par une prudente réserve, et surtout pour que l'on ne me voie pas. J'aurais honte d'être vu, car, comme le disait Alphonse Allais, cela peut vous faire rater un mariage. Dans le temps, j'ai été aussi un peu au Chat Noir, ainsi que Maurice Donnet du reste, et j'ai beaucoup fréquenté l'auberge du Clou, mais en cachette, bien entendu, et je ne m'y rendais qu'entre mes repas que je prenais dans une autre taverne toute proche. En somme, je ne suis pas un homme de café, je préfère la brasserie, oui. Autrefois, les cafés étaient très différents des nôtres, c'étaient plutôt des cabarets, et les consommations n'avaient aucun rapport avec celles qui nous sont offertes aujourd'hui dans les bars, les estaminets, les tea rooms, ou les débits que nous rencontrons lors de nos promenades à travers la ville. Pourtant, on y buvait sec, très sec, et un de mes grands-oncles, lequel fut longtemps lieutenant des pertuisaniers, raconte dans ses vieux souvenirs qu'il vida souvent moult pots avec Rabelais, à la Pomme de Pin, le célèbre cabaret sis au coin des rues Copeau et de la Contrescarpe Saint-Marcel. Or, la porte bordait la rue Copeau est dénommée rue Lacépède depuis 1853. Quel beau cabaret! Villon vint à la Pomme de Pin bien avant Rabelais, qui fréquenta là Desperriers, Dolay, Marot et mon oncle. Mon oncle, ainsi que tous les braves militaires, buvaient avec une surprenante abondance, tout en racontant force histoires dont le sel lui grattait le gosier et le poussait à lever le coude sans arrêt. Il est fâcheux qu'il n'ait pu connaître Villon. Qu'est-ce que ce dernier aurait pris, si j'ose dire moi-même? Malheureusement, Villon était devenu mort depuis un certain temps, et ne pensait plus à boire, même à petite gorgée. De plus, mon oncle ne naquit que bien après la mort de Villon, tout motif assez péremptoire
qu'il était éloigné l'un de l'autre, oui. Curieuse époque que celle-ci, où le poète pouvait mener cette douteuse vie sans perdre de son talent et de sa dignité. Les écrivains religieux des siècles suivants se sont peu montrés au cabaret. Bossuet et Massillon semblent s'être écartés de ce lieu. Sans doute ont-ils bien fait d'agir de la sorte. Leurs œuvres en auraient probablement pâti et leur renommée n'en aurait été que sûrement ternie, oui. Boileau, Racine, Furetière, La Fontaine, Chapelle, l'avocat Mauvillain, le conseiller Briac et autres beaux esprits se donnaient rendez-vous à la Bouteille d'Or, place du cimetière Saint-Jean, emplacement actuel de la caserne Lobau. C'est dans ce cabaret que Racine écrivit Les Plaideurs, n'est-ce pas inconcevable? De nos jours, Raoul Ponchon, lui, sait ce que c'est que d'aller au café. Je l'y ai vu bien souvent, par contre il ne me voyait pas, il était trop bien caché. Il m'est impossible de vous citer ici tous ceux que je connais et qui vont au café. Vous vous en doutez. Je ne crois pas que d'aller au café ou à tout autre endroit de ce genre soit mauvais en soi. J'avoue y avoir beaucoup travaillé, et je crois que les illustres personnages qui y furent avant moi n'y ont pas perdu leur temps. Il s'y fait un échange d'idées qui ne peut être que profitable à la condition de ne pas se faire remarquer. Cependant, pour faire montre de morale et pour me donner un air respectable, je dis « Jeunes gens, n'allez pas au café !» Écoutez la voix grave d'un homme qui y a beaucoup trop été, à son avis, mais qui ne le regrette pas, le monstre, Éric Satie. Changement de saison. La question des manuels, soulevée si précisément par M. Fernand Vanderhem dans la Revue de France, est un signe des temps actuels. Elle nous montre les pédagogues tels qu'ils sont les pauvres, vilains au possible, plus même. La pédagogie a pénétré dans tous les domaines de la pensée de l'homme et de la femme, sa compagne. Nous autres musiciens, nous en avons long sur ce sujet. Beaucoup de nos chers critiques ne sont-ils pas des pédagogues, et ne le font-ils pas voir? En tout cas, ils nous dressent, nous redressent, et ferment encore. Le bon Napoléon Ier, si bon, n'aimait pas les idéologues. Moi, je n'aime pas les pédagogues, je les connais trop. Car ce sont eux qui, d'une main sûre, embrouillent et ratatinent tout ce qu'ils touchent, par des pesées, des mensurations et des dosages comiques, mais empoisonnés. Au moins la Grande Guerre, la dernière, a rendu quelques services. Elle a fait vieillir bien des habitudes. Elle a fané irrémédiablement un grand nombre de fausses fleurs. Elle a consolidé plusieurs hésitations et leur a octroyé de solides espoirs. Mais que de mécomptes, oui. Monsieur Henri Lavedan se plaint de ne plus retrouver le public d'avant cette ci-devant Grande Guerre si belle, évidemment parbleu. Osa-t-il supposer que le public ne se rajeunirait jamais? S'il l'a cru, il a été très peu perspicace, le cher monsieur académique. Quelle erreur! Je n'en suis nullement surpris du reste, et je vois là que monsieur Lavedan a été une victime des pédagogues lesquels lui ont bourré le crâne, si j'ose dire moi-même, et lui ont fait croire que ses admirateurs étaient innombrables, soumis et perpétuels. Il est regrettable qu'il n'en soit pas ainsi, bien entendu. Heureusement, l'ingratitude du public reste immense et demeure fortement attristante, je trouve. C'en est honteux, désagréable, sans aucun doute. Oui, ça c'est vrai, le public n'est plus le même. Que messieurs les auteurs de manuels et monsieur Lavedan se rassurent, car ils en verront bien d'autres, et de pas mûrs. Certainement le public semble en avoir assez de leurs trucs, et il paraît décidé à s'instruire suivant son goût, à se recréer selon sa convenance. N'est-ce pas son droit? Peut-être en abusera-t-il, c'est possible, mais je n'y puis rien. Ne pleurons pas sur le sort, le hareng sort, de ces messieurs, pédagogues et compagnie. Ils ont tous des bonnes places, très chaudes, pour asseoir leur bon derrière. Monsieur Lavedan est doté d'un fauteuil confortable, si au bord de la Seine. Les autres occupent des chairs spacieuses auxquelles sont attachés des traitements et des extras, assez avantageux, quoi qu'ils disent. S'ils sont insatiables, tant pis pour eux. Et la ceinture, pourquoi ne la serre-t-il pas d'un cran? En ce moment, le doigt de Dieu les regarde d'un mauvais œil, qu'ils ne le prennent pas pour une vessie. Éric Satie.
Les ballets russes à Monte-Carlo. Souvenir de voyage. La situation musicale? Monte-Carlo? Superbe édulcoration. Mélange sexuel, insexuel et vomitif. Grand choix de sirop. Limonade musicale à profusion. Oui. Les biches, les fâcheux, Gounod, mais travail intense. Diaghilev, toujours le même. Consciencieux, sympathique, oui. Et entrevu l'horrible Laloy, plus vilain que jamais. Quelle horreur! Une vraie taupe, comme myope, mais plus malin qu'un singe, oui. Mais il a écrit, Laloy, de beaux articles, trop beaux sur mes amis Poulenc, Auric, compromettante admiration du dit, oui. Ils l'ont donc eu, mais à quel prix? Possible, après tout. Oui. Mais Cocteau triomphe, oui. Continuation de la mystérieuse et ténébreuse alliance avec le dit Laloy. Pourquoi? Curieuse idée d'avoir se précité. Que vont-ils donc en faire? Qu'ils le laissent froidement où il est? Combinaison? Peut-être. Des toutes petites combinaisons. Pas plus, dis-je, oui. Mais, en somme, succès au casino. Le public n'est-il pas là-bas subtil, suburbain et subconscient? Aussi, la limonade sonore fait-elle prime. Abondante critique, dans toutes les langues, on récompense indiscrètement les petites concessions à perpétuité. Applaudissements variés. Sucre d'orge à piston, bretelles en guimauve, soleil frigorifié par l'enthousiasme et température ad hoc. Ad hoc. Surtout, grand retentissement général de division, oui. Mais... La musique de relâche. La musique de relâche. J'y dépeins des personnages en vadrouille. Pour cela, je me suis servi de thèmes populaires. Ces thèmes sont fortement évocateurs, oui, très évocateurs, spéciaux même. Les timorés et autres moralistes me reprocheront l'emploi de ces thèmes. Je n'ai pas à m'occuper de l'opinion de tels gens. Les têtes de veau réactionnaires lanceront leur fulmination. Je ne tolère qu'un juge, le public. Il reconnaîtra ces thèmes et ne sera nullement choqué de les entendre. N'est-il pas humain? Je ne voudrais pas faire rougir un homard ni un œuf. Que ceux qui auraient la crainte de ces évocations se retirent. J'aurais honte de troubler les eaux tranquilles et suaves de leur sereine candeur. Je suis trop aimable pour désirer leur déplaire. L'esprit musical. Conférence donnée à Bruxelles, à la Lanterne sourde, le 15 mars 1924, et à Anvers, Cercle français, le 21 mars 1924. Ayant à vous parler de la musique, sujet bien vaste pour une causerie, je restreindrai beaucoup mon sujet, me réservant de vous parler un peu des musiciens et surtout de l'esprit musical. Le musicien se recrute dans tous les milieux. Il nous vient de toutes les classes sociales. L'enseignement musical se pratique comme tous les enseignements. Il est donné par des professeurs et reçu par des élèves, lesquels sont plus ou moins bons, ainsi que les professeurs du reste. Au bout de quelques années, l'élève devient ce que l'on appelle vulgairement un artiste, et se lance dans le monde, et à travers celui-ci. Jusqu'ici, tout va bien. En somme, ce nouvel arrivant, que sait-il? Il connaît l'harmonie, le contrepoint, l'instrumentation, l'orchestration. La mélodie n'a pas de secret pour lui, non plus que le rythme, la sonorité, le dynamisme, la tonalité et le système atonal. Il cultive la sagesse, il est imaginatif, il a une dose d'abnégation accrue d'un désir de sacrifice très volumineux
énorme si j'ose dire. Sa puissance est extrême, en un mot, il est prêt pour la lutte, il combattra loyalement. Notez que toutes ces choses-là sont connues par les critiques eux-mêmes, car les critiques, bien entendu, savent tout et possèdent toutes les qualités. Voyez, messieurs Vuillermoz, Laloy, Schleutzer, oui, ils savent tout, du moins je le suppose. Ne donnez pas, je vous prie, un sens agressif à ce que je vous dis présentement. Je ne fais que des constatations qui ne portent nullement ombrage à la renommée des critiques, respectables et respectueux, et que je respecte. J'ai trop l'esprit de libre pensée pour ne pas tolérer la pensée des autres, même si ceux-ci se présentent devant moi en adversaires irréductibles et légèrement déloyaux. Je n'attaque ni ne glorifie personne. J'abandonne même, aujourd'hui, l'ironie qui m'est coutumière. Je vous parle en vieil ami, bien entendu. Mais il ne suffit pas d'être musicien ou d'en avoir l'air, il faut en avoir l'esprit. Cet esprit est un esprit comme un autre. Il est le frère de l'esprit littéraire, de l'esprit pictural, de l'esprit scientifique et de plusieurs autres esprits, tous plus spirituels les uns que les autres. Seuls ceux qui sont animés de cet esprit peuvent espérer atteindre certaines hauteurs de pensée, certains sommets de la spéculation. Sachez, chers amis, que c'est l'esprit propre à chaque art qui donne à l'artiste le courage nécessaire pour supporter la violence des luttes, car en art, tout est dans la lutte. Et les luttes y sont nombreuses, répétées, sans merci. Surtout, pas de compromission. Capituler sera toujours un signe de faiblesse, sinon de lâcheté. Ainsi, voyons-nous que la plupart des critiques, en musique comme dans n'importe quel art, n'ont pas l'esprit de la chose qu'ils traitent. C'est pourquoi leur point de vue diffère si souvent de celui de l'auteur qu'ils jugent. Remarquez que je ne mets nullement en cause leur bonne foi, car je ne parle ici que des critiques sérieux. Les autres ne m'intéressant pas suffisamment pour que je m'occupe d'eux. Que ceux-ci ne voient donc dans mes paroles aucune mauvaise intention à leur égard, ils ne sont aucunement l'objet de ma désobligeante attention. Que le Seigneur les protège, les bénisse, les comble de bonheur, s'il veut bien. Dans les choses de l'intellect, il y a des conventions spéciales à ces choses. Si l'on veut avoir raison, réellement raison, il faut commencer par être raisonnable, très raisonnable. Notez que je ne fais pas ici un pléonasme. De plus, il faut avoir raison sans vanité, sans bruit, sans orgueil. La possession de la raison n'accorde aucun privilège. Souvent, elle n'occasionne que des ennuis. L'homme qui a raison est généralement assez mal vu, même avec des lunettes. C'est à lui de le savoir et de ne pas ambitionner autre chose que d'avoir raison, s'il y tient. Mais celui qui désire conserver sa personnelle tranquillité aura soin d'avoir toujours tort, tout à fait tort, plus même. Alors, de beaux jours lui seront assurés, et il s'éteindra dans les honneurs et la prospérité, et peut-être aura-t-il beaucoup d'enfants, légitimes, naturels ou surnaturels. L'exercice d'un art nous convie à vivre dans le renoncement le plus absolu. Ce n'est pas pour rire que je vous parlais tout à l'heure de sacrifice. La musique exige beaucoup de ceux qui veulent la servir, c'est cela que je voulais vous faire pressentir. Un vrai musicien doit être soumis à son art, il doit se placer au-dessus des misères humaines, il doit puiser son courage en lui-même, rien qu'en lui-même.